Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis donc la présidente de la Maison du Monde d'Evry et je tiens déjà à remercier en débutant avec ce bon bruit de l'ARCEP, Latitude 91 et toute son équipe de salariés, de militants, de stagiaires pour nous avoir accueillis en visiteurs et valoriser nos actions sur la ville d'Evry. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Latitude 91 nous accueille et nous en sommes très heureux. Pour partager un événement important dans le cadre du 37e mois des Trois Mondes que la Maison du Monde mène du 15 novembre au 15 décembre, dans des circonstances un peu particulières cette année, mais finalement, ça nous permet de communiquer autrement et nous en sommes très heureux. La Maison du Monde est une association de solidarité internationale et de développement durable qui existe sur la ville d'Evry, qui fut ville nouvelle, et sur l'agglomération depuis 1983. Elle fédère depuis l'origine un certain nombre d'associations dites associations résidentes ou partenaires, comme des associations à vocation nationale, comme la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, la CIMAD dans l'accueil des étrangers, soit dans un cadre plus local, mais avec aussi des antennes nationales, comme c'est le cas pour Evry-Palestine, qui est au niveau de France-Palestine Solidarité, des associations plus locales, mais à portée aussi importante, comme les Amis de Caille sur le Mali, Sen Kissé, aussi avec le Mali, ASEFR, qui est une association d'apprentissage du français pour les personnes réfugiées, une association aussi par rapport aux personnes roms, et à Amaba, avec l'association sur laquelle nous allons nous arrêter un petit peu, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est sur son initiative. C'est une association résidente de la Maison du Monde qui travaille avec les pays du Sud, mais avec un village du Cameroun, un des pays où le système de santé est encore fragile, comme c'est beaucoup le cas dans les pays d'Afrique actuellement et aussi d'autres pays en difficulté, et où les maladies tropicales et les maladies génétiques telles que la drépanocytose et un certain nombre de maladies génétiques sont actuellement en attente de traitement efficient. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler justement des solutions qu'on peut trouver par rapport à ces maladies par la voie du travail sur le génome. Et Evry est une des villes pionnières par rapport à la réflexion sur le génome humain avec le Génopole, dont vous avez tous entendu parler, et aussi avec un relais important de travail sur l'université d'Evry, jumelée avec maintenant celle du plateau de Saclay et d'Orsay, et qui permet aussi d'avoir une vraie réflexion sur le génome humain. Et cette réflexion sur le génome humain, elle est d'autant plus importante actuellement qu'on sait très bien que par rapport aux pandémies qu'on vit en ce moment, mais pas seulement celle actuelle, mais celle qui vient de passer, c'est un travail de réflexion qui apporte non seulement à la population que nous sommes dans les pays dits, entre guillemets, développés, mais aussi qui permet aussi des progrès présents déjà, importants, et futurs pour les pays du Sud. Donc je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole maintenant à Sony, qui va mener le débat. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai la dure tâche ce soir d'être là pour animer le débat. Donc pour répondre un peu à cette question on l'a posée, la génétique pour le bien commun. Nous avons deux invités que nous allons interviewer, mais bon, ils vont plus s'exprimer parce qu'ils connaissent sur ce domaine
très très compliqué, ils s'y connaissent beaucoup mieux que nous. Alors les invités pour ce soir, nous avons monsieur Patrick Curmi, qui est chercheur biologiste et président de l'Université d'Évry. Et donc, dans un premier temps, on va le questionner sur la génomique. Et dans un second temps, on aura monsieur Alexandre Méja, qui est généticien et qui fait partie de la direction scientifique et des affaires scientifiques internationales de l'AFM Téléthon, l'association pour la myopathie. Donc, je vais peut-être laisser la parole dans un premier temps à monsieur Curmi pour qu'il nous présente et qu'il nous définisse un peu ce qu'est. Alors, je suis obligé de le lire parce que j'ai toujours du mal à lire le mot. Donc, la question de la génomique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Moi, oui. Allez. Bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour essayer de partager les éléments du débat. En premier lieu, je crois qu'avant de parler de génétique, il serait bon peut-être de revenir sur ce qu'on appelle la physiologie. C'est-à-dire que le fonctionnement des organismes dans le silence des organes. Le fonctionnement normal d'un organisme dans le silence des organes. Ça se distingue de la pathologie. Quand un organe dysfonctionne, eh bien c'est à l'origine d'une maladie, et à ce moment-là, l'homme ou l'espèce considérée est en souffrance. Alors cette notion de physiologie vient des Grecs anciens, et à partir du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle qui s'en est suivi, elle a été fondée en Europe sur la transposition de la physique et de la chimie à la biologie. C'est comme ça qu'on a créé la biochimie et la biophysique. Et la biophysique et la biochimie ont permis d'avancer dans la compréhension du fonctionnement normal des organismes vivants, de leur physiologie. Et très récemment, par rapport à cette histoire qui remonte, vous l'avez vu, aux Grecs anciens, autour du fonctionnement normal des êtres vivants, très récemment, on s'est intéressé à l'analyse très précise de la molécule de la vie qu'est l'ADN. Au fond, cette molécule est partagée par l'ensemble des organismes vivants, l'ADN lui-même, ou une copie de l'ADN qu'on appelle l'ARN, dont certains d'entre vous ont parlé. Mais on revient toujours à cette question de l'ADN, et vous avez entendu parler des expériences sur l'hérédité du petit pois, mises en œuvre par le moine Mendel au XIXe siècle. Mendel a fondé a rapproché de constituants du vivant les traits qu'on hérite de nos parents. Alors, une des choses les plus simples à comprendre, c'est la couleur des yeux, la couleur de vos cheveux, la forme de votre visage. Tout le monde comprend que ça vient pas de nulle part, mais ce sont des caractères hérités. Et donc, au XIXe siècle, le moine Mendel, en étudiant les petits pois, a posé les termes de l'héritabilité des caractères, et on parle ici de génétique. On s'intéresse à un caractère après l'autre. La couleur des yeux, les groupes sanguins, la couleur des cheveux, la forme de votre morphologie globale, etc. La génomique s'intéresse non pas à un trait de caractère, mais elle s'intéresse à décrire l'ensemble de ce qui constitue le vivant en analysant, en lisant l'ensemble de la molécule de la vie qu'est l'ADN, qui est contenu dans chacun des constituants d'un organisme. Vous allez trouver l'ADN dans toutes les cellules de l'organisme, sauf quelques cellules, mais on peut en première approximation considérer que l'ADN qui vous constitue, qui est votre livre de référence, qui va décrire l'ensemble de vos caractéristiques et de votre fonctionnement, eh bien cet ADN est contenu dans l'ensemble de vos cellules. Et ça ouvre quoi? Ça ouvre la possibilité aujourd'hui, en prélevant un cheveu, une cellule de peau, une cellule qui est contenue dans votre salive, une cellule de la bouche, un prélèvement de sang, les globules blancs, eh bien on va pouvoir aller lire vos constituants intimes qu'on appelle l'ADN. Et comme on va lire non pas un trait de caractère comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux,
la forme de votre main, eh bien, on va parler de génomique. On regarde globalement les constituants d'un être vivant. Et ça, c'est vrai pour l'homme, mais c'est aussi vrai pour une bactérie, c'est vrai pour l'éléphant, c'est vrai pour la souris, c'est vrai pour une plante. Et on peut de cette façon, une fois qu'on a lu ce qui caractérise un être vivant au travers de la lecture de l'ADN, eh bien, on va pouvoir aussi en tirer des leçons de proximité ou de distance. Tout le monde comprend qu'on est loin d'une bactérie, mais par contre, il est assez peu intuitif de découvrir qu'entre une bactérie et un homme, certains des mécanismes de la division cellulaire sont communs. En particulier, vous avez des parties de l'ADN qui vont coder pour des mécanismes que vous retrouvez conservés entre une bactérie et un homme. Et ça nous dit qu'on on partage tous un même organisme originel et on descend tous probablement d'un seul et même organisme constitué à partir de la lecture de l'ADN. Donc la génomique, comprenez, permet de lire l'intégralité de ce qui constitue les bases du vivant chez un être, mais également d'embrasser toute la diversité du vivant par des approches de comparaison ou de proximité, de distance ou de proximité. Et on est dans cette ère aujourd'hui de la génomique qui touche tous les organismes vivants parce qu'on est capable très rapidement de lire les constituants qui vont dicter la morphologie, la physiologie, mais aussi la pathologie, dans un mode qui peut être soit de diagnostic, j'ai une maladie inconnue, on pourra dans certains cas faire un diagnostic, l'attacher, lui donner un nom, nommer la maladie, donc ça c'est le diagnostic, mais on pourra aussi prédire qu'on a une prédisposition particulière à une affection, à un environnement chimique, à un environnement climatique, et qu'on a une susceptibilité de déclarer une maladie. Donc ça c'est la prédiction. On peut prendre dans ce cas-là des mesures de prévention, je vais me garder d'être exposé à un environnement particulier, et on peut inventer des traitements innovants, on en reparlera un peu plus tard, pour l'homme, mais aussi pour l'environnement. Voilà en gros, donc en résumé, la génétique s'intéresse à un trait de caractère chez un individu, c'est l'évolution d'aujourd'hui de ce que les Grecs anciens appelaient la physiologie, le fonctionnement normal des organes, des organismes. On y a ajouté la chimie, la biologie pour faire la biochimie et la biophysique. Et aujourd'hui, on parle de biologie moléculaire ou de génétique pour un trait. Et puis, quand on s'intéresse à l'ensemble des traits d'un individu, de génomique, il y a le mot omique qui signifie la globalité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, oui, mais comprenez qu'il y a à la fois la source et le devenir des individus qui est contenu dans cette notion de génomique. Donc si je comprends bien, en fait, la génétique partirait sur le gène en particulier. Et donc oui. Là, en fait, pour comprendre un organisme, un organe ou le fonctionnement d'un être vivant, on essaie de le comprendre à l'échelle du génome. Absolument. C'est comme si vous regardiez un mot dans un livre ou que vous compreniez le sens du livre dans son entier. Et dans le sens du livre en son entier, comprenez qu'il y a des passages qui ne servent à pas grand-chose dans le sens, le là, les termes communs, et puis il y a toute la finesse, la subtilité. Donc, quand vous lisez un génome, c'est-à-dire la globalité, eh bien, vous allez vous allez lire l'intégralité, mais aussi trouver du sens, les régions qui signifient, d'autres qui ont moins de signifiants, etc. Quand vous faites de la génétique, vous regardez un mot du livre. D'accord. Et la différence en masse, en nombre d'informations est de cet ordre-là. D'accord. Mais parce qu'en fait, on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions j'ai fait des petites recherches, j'ai vu en 1972, on a eu un véritable séquençage du génome, et après on a eu la première carte du génome en juin 2000. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu une évolution rapide et pour nous amener un peu à l'état des lieux actuel de la recherche en fait? Pour voir un peu, parce que c'est vrai que l'évolution c'est un domaine qui évolue très très vite, qui pose beaucoup de questions, et c'est vrai que quand on commence à s'y intéresser comme un non-spécialiste, on revient avec plus de questions que de réponses. Donc
comme on a la chance d'avoir une personne spécialisée dans le domaine, c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir éclairer le public. Et comme notre question est le bien commun, c'est essayer aussi de retranscrire pour le citoyen ces questions qui sont primordiales et qui vont nous mener à des questions, après sur les questions éthiques et sur les questions du contrôle des institutions et du contrôle international par rapport à ce genre de recherche. Parce que merci Sony de rappeler effectivement que dans le cadre du 37e mois des Trois Mondes, notre sujet c'était des biens communs au service du bien commun, et c'est bien dans ce cadre-là qu'on a estimé qu'il était essentiel de parler, en étant sur Évry, du génome humain. Parce que s'il y a quelque chose qu'on partage, c'est bien ça. Oui, je peux... En quelques mots, parce que je ne vais pas rentrer dans la technique qui perdrait tout le monde. Comprenez que on a dit tout à l'heure que les lois de l'hérédité ont été établies par un moine, le moine Mendel, au XIXe siècle. Mais au fond, ce qui constituait cette matière qui passe des parents vers les enfants, son intimité, sa caractérisation, s'est faite en 1953 par Watson et Crick en découvrant la structure de l'ADN. Et en mettant en évidence cette structure, c'est comme si vous sentez une main dans le noir, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a une capacité à la fois de toucher, mais aussi de saisir et d'attraper. Et donc vous savez qu'il y a une fonction, et d'un seul coup vous voyez la structure de la main, vous voyez les articulations des doigts, et rien qu'en regardant la structure de la main, sans rien connaître, vous voyez sa structure et sa mobilité, vous pouvez prédire que ça peut attraper une orange. Un enfant peut comprendre ça s'il voit la géométrie et qu'il voit le mouvement. Eh bien, Watson et Crick, en 1953, décrivent la structure de l'ADN, et à partir de là, ils comprennent comment fonctionne l'hérédité, et ils vont sur un article qui fait juste un recto verso, prédire le futur de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la révolution génomique. Et il y a un temps très important, vous avez cité les années 70. En 70, on découvre ce que l'on appelle les ciseaux enzymatiques ou les ciseaux moléculaires. Ce sont des objets qui ont été découverts dans les bactéries, qui permettent de couper vous avez un livre et il va pouvoir découper un mot, et une fois qu'il est découpé, on a une facilité soit à le lire, soit d'aller le coller ailleurs dans ce même ouvrage. Donc d'une seule façon, on peut couper pour lire, parce qu'on va le sortir de son contexte, et par des méthodes chimiques, on va réussir à voir exactement ce qu'il y a dans le mot maison. On va voir un M, un A, un I, un S, un O et un N. Et en même temps, on va être autorisé à faire ce qu'on appelle des manipulations génétiques. On va pouvoir prendre le mot maison et aller le coller à côté de habitat. Et on va donner du sens, ou au contraire, on va perturber le sens. Et quand ces ciseaux enzymatiques sont apparus dans les années 70, le monde s'est arrêté, puisqu'on s'est dit on prend le pouvoir sur Dieu. On va pouvoir manipuler les espèces, et les hommes ont très bien compris à la fois l'avantage de ces découvertes, mais les risques qui étaient associés. Et il y a eu un moratoire qui a, pour un temps, arrêté ces manipulations. Il y a eu des conférences, des réflexions autour de scientifiques, et l'avantage par rapport aux inconvénients a dominé, et la science a poursuivi sa route, avec une modernisation des outils, une robotisation, changement de méthode, pour passer de la chimie pure à la biochimie, puis à la chimie enzymatique, et le couplage des molécules du vivant avec les systèmes de l'optique et aussi des circuits imprimés, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand à l'époque, dans les années 70, on arrivait à lire un mot, une section d'ouvrage de une centaine de caractères, il nous fallait, et je l'ai fait moi-même, puisque je suis né au siècle dernier, il nous fallait presque 2 jours pour lire 500 lettres. Aujourd'hui, on lit des millions, voire des milliards de lettres en moins d'une semaine, sans aucun problème et avec une correction d'erreur. Vous voyez le pas qui a été franchi technologiquement en 70 en une trentaine ou une cinquantaine d'années, depuis les années 70. Et depuis 53, la structure de l'ADN, c'est-à-dire que la structure de ma main et la compréhension de tout ce que cet ADN pouvait contenir en matière d'hérédité et de fonctionnement des organismes, c'est 70 ans, donc c'était hier à l'échelon de l'évolution de l'humanité.
Donc derrière ça, comprenez qu'il y a une structure qui est prodigieuse. La structure de l'ADN code la vie, et c'est parce qu'elle est proprement prodigieuse qu'elle code la vie et toute la vie. Et elle a une robustesse dans le temps qui fait que les organes évoluent, ils peuvent évoluer, mais ce sont des évolutions lentes. Parfois, il y a des mutations qui vont bouleverser, mais enfin, il y a une robustesse extraordinaire qui permet cette unité du vivant. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions à aborder dans le cadre du débat plus général du bien commun, Myriam? Bien, effectivement, là, on est dans une présentation qui est originelle et technique par rapport aux pays du Sud dont on parlait tout à l'heure et du bien commun, ou par rapport au sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, qui est le problème de la pandémie. Quel peut être le rôle justement de ce travail qu'est-ce que ça permet d'avoir pu séquencer le génome humain et d'avoir pu nous donner ces éléments comme réponse par rapport à des recherches de solutions aujourd'hui? Je voudrais revenir une seconde sur cette notion de bien commun pour que l'on se comprenne. Dans mon esprit, et je ne sais pas si on partage la notion, cette affaire de bien commun est un élément de notre environnement, de notre quotidien, qui, si on le dégrade, va dégrader l'ensemble de l'humanité. Donc si on dégrade la santé, en particulier si on laisse échapper une épidémie qui s'appuie sur le développement de micro-organismes qui peuvent passer d'un pays à l'autre, vous comprenez là qu'il n'y a plus de frontières, et donc si je laisse filer les choses, quel que soit l'endroit sur la planète, eh bien c'est la planète tout entière qui est touchée. Là on est sur typiquement un bien commun, donc la santé est un bien commun. Quand je ne fais pas, pour des raisons, quelles que soient ces raisons, je ne prête pas une attention particulière à la santé dans un pays, eh bien on va avoir des catastrophes humanitaires, on va avoir des migrations, et ça va nécessairement toucher la planète. Quand je dégrade la qualité de l'air, la qualité de l'eau, quand on laisse filer le changement climatique, ce sont des notions de bien commun, et cette conscience-là doit être partagée. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'information, ça passe par l'étiquetage de ce qu'est un bien commun, ça passe par son évaluation, et on dépasse, comprenez, on dépasse largement le génome humain. Le bien commun qui est l'air, si l'air devient irrespirable, si la température dépasse les limites, qui fait que, eh bien, il y aura des millions de morts, tout le monde aura perdu par égoïsme ou par une pensée qui est centrée sur son local. Donc cette notion de bien commun, vous voyez qu'elle touche un ensemble d'éléments de notre environnement, et au fond, si on pousse le bouchon, l'ultime bien commun, c'est la vie. Et si vous touchez, tout le monde a appris à l'école les enchaînements dans les espèces proies et prédateurs, le petit qui se fait manger par le gros, qui se fait manger par le plus gros, etc. Et si vous revenez au tout début du début, vous allez trouver les espèces microscopiques marines qui se nourrissent pour partie, les espèces végétales se nourrissent à la fois de la lumière du soleil et aussi des nutriments qu'ils trouvent dans l'océan, et ça va servir à nourrir les petits organismes vivants qui eux-mêmes vont être nourris par des plus gros, etc. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui peut être brisée simplement parce qu'on va changer les conditions atmosphériques. Et donc cette notion de bien commun, j'aime la ramener, moi, à la vie, qui est une notion de bien commun. Et évidemment que derrière ça, il y a des questions d'inventaire. Aujourd'hui, la génomique, comme on l'a abordé tout à l'heure, cette capacité à lire les molécules de la vie que sont l'ADN, non seulement dans un organisme dans son entièreté, mais de comparer les organismes, nous permettent de faire quoi? De dire que aujourd'hui, la distribution du vivant, c'est pas seulement les éléphants, les ours et les hommes, mais aussi c'est tout l'environnement microscopique. C'est ce qui se passe dans l'eau, c'est ce qui se passe dans la terre, auprès des racines, des micro-organismes qui vont permettre à ces plantes de fixer l'azote de l'air et savent pas le faire toutes seules. C'est aussi les micro-organismes que vous avez dans l'intestin et sous vos yeux, dans votre bouche.
etc. Et donc, ces techniques de séquençage, ces techniques de génomique nous permettent à un instant T, aujourd'hui, de faire un inventaire. Aujourd'hui, comprenez qu'il est très loin d'être complet pour les espèces microscopiques. On est capable de dire quelles sont les espèces de mammifères, voire d'invertébrés qui peuplent la Terre, parce qu'on a couru partout et fait ces inventaires, c'est facile. L'éléphant, on le voit, la souris, on la voit. Les microbes, c'est une autre histoire, et les microbes qui sont cachés dans la Terre, c'est une autre histoire, les champignons microscopiques, etc. Donc les techniques de séquençage pour le séquençage du génome humain, comprenez que ça a été un saut technologique, ça a pris 10 ans, une vingtaine de laboratoires sur la planète, dont des laboratoires d'Evry. Nous avons participé ici au séquençage du génome humain, ça a mis 10 ans, ça a coûté 3 milliards de dollars, ça a mobilisé des centaines de scientifiques sur la planète qui ont dû coopérer. Mais de ces expériences et de ces évolutions, eh bien aujourd'hui, la porte est ouverte 20 ans après à notre capacité de séquencer tout et n'importe quoi sur la planète. Tout et n'importe quoi. C'est un peu comme le voyage sur la Lune qui a permis de faire des sauts technologiques, qui a ouvert la voie à l'ordinateur personnel, puis à une intégration très forte dans les circuits intégrés, et puis au smartphone, et puis tout l'Internet, enfin, vous voyez. Donc, d'une expérience focalisée sur l'homme, qui était faire ce séquençage de l'homme, du génome humain. Au fond, des scientifiques ont combattu ce projet qui a coûté 3 milliards. Ils se sont dit, mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre, et c'est 20 ans après qu'on se rend compte que ce sont des ouvertures extraordinaires. Des menaces aussi, on pourra en parler, mais qui nous permettent aujourd'hui de revenir sur ce bien commun, parce que à travers le séquençage, on a la capacité de faire des inventaires, de suivre les espèces, de différencier les espèces, mais aussi pour les protéger, parce que par les génomiques, on peut, 2 espèces de crapauds qui, à l'œil ou par leur physiologie, nous paraissent être similaires, sur un trait, un gène, tout à l'heure on parlait de génétique, vous les différenciez pas, mais par le génome entier, on peut les différencier, et on peut dire que là, attention, cette espèce est en danger, elle est différente de l'autre, elle est moins présente, et il faut faire attention. D'accord. Tout est lié, hein, d'une certaine façon. Effectivement, ouais. En fait, vous avez parlé de la question des ciseaux génétiques et donc des possibles manipulations génétiques liées à ces recherches. Et en me documentant un peu, j'ai trouvé une phrase d'un chercheur qui disait c'est pas un brin d'ARN ou un enzyme qui coupe l'ADN qui pose une question éthique, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc on en revient, c'est pour revenir un peu et peut-être pour introduire l'intervention de notre deuxième intervenant sur la question. Mais et ça nous reviendra peut-être qu'après vous réinterviendrez sur le cadre des régulations nationales, internationales sur la question, parce qu'effectivement derrière toutes les questions éthiques sont très fortes, quoi. Les potentiels de soins sont aussi énormes, mais il y a la question éthique. Et donc pour rebondir avec le prochain intervenant, c'est vrai que dans l'exemple de l'AFM, c'est à la base la mobilisation des parents pour créer une association sur des maladies rares qui a fait que y a eu une mobilisation citoyenne, une mobilisation scientifique, et que en fait il y a un peu comme un contrôle mutuel, quoi. Ça crée en fait un objectif commun avec un objectif entre guillemets positif, quoi. Même si derrière on sait que d'autres pays pourraient avoir des pratiques qui le sont pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'on posait le cadre de régulation. Quelles sont les régulations possibles dans ce domaine, quoi. Mais à chaque fois qu'il y a des avancées, on prend des risques. Mais je veux dire, c'est des risques aussi qui permettent aussi des bons pour l'humanité et effectivement pour un partage. Et moi, je voudrais remercier M. Curmi de cette intervention parce que ça nous redonne une dimension de valeur et d'idéal dans un monde où on a bien besoin en ce moment de réfléchir justement à une mise en perspective de nos vies et de pourquoi on est sur Terre. Et si ce n'est pas pour partager un certain nombre de valeurs, au moins là, ça vaut la peine
de travailler et de vivre pour partager et pour permettre ces avancées qui, nous le verrons tout à l'heure, permettent aussi de trouver des solutions dans des maladies rares, mais aussi de trouver pour les pays du Sud des solutions, des vaccins, un certain nombre de réponses aussi. Et puis aussi, vous avez un rôle d'alerte, moi je crois, qui est très important. Et c'est pas pour rien, Monsieur Kurmi, que vous n'êtes pas seulement un chercheur, mais que vous êtes aussi président de l'université d'Evry. Et je crois qu'insuffler ce type de valeur à la génération montante qui est l'avenir de demain, c'est extrêmement important. Donc je vous remercie de cette intervention. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a notre deuxième intervenant en ligne? Est-ce qu'on a Monsieur Méja? D'accord. Alors, Monsieur Kurmi, donc en fait, on ne peut pas mettre les deux intervenants en même temps sur le plateau, sur le plateau virtuel. Donc, on va couper et on vous reprendra après. Vous restez connecté avec nous? Très bien. Alors, oui, bien sûr. En tout cas, on vous remercie. En tout cas, mais ça serait intéressant de pouvoir après rebondir avec l'intervention de Monsieur Méja. Très bien. À tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Oui, donc... Non, mais c'était... moi, j'ai appris... Bon, à chaque fois, je retrouve... Moi, je suis impressionnée de voir effectivement cette évolution qu'il y a eu depuis le début de l'ouverture du Génopole, les avancées technologiques qu'il y a pu avoir et les bons qui ont été faits. C'est effectivement un des sites. Bonsoir, Monsieur Alexandre Méja. Oui, vous m'entendez? Je ne l'entends pas trop pour l'instant. Ah. Voilà. Donc, vous êtes généticien à la direction scientifique des affaires scientifiques internationales de l'AFM Téléthon. Donc, je vais vous laisser un peu vous présenter. Et donc, dans cette deuxième partie du débat, c'était la question qui vous concernait, c'était la question sur qu'est-ce que la génétique. Donc, avec M. Kurmi, on a vu la question de la génomique. Mais bon, comme tout est interconnecté, mais en tout cas, on va vous laisser vous présenter et un peu présenter cette question. Et après, on fait le débat sur ce domaine. Et donc, pour rebondir, on était sur la question du bien commun et la question éthique de ces recherches. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je trouvais que ce qui avait été mené par l'AFM, à la base des parents qui se sont mobilisés par rapport à des maladies rares, et qui après a vu la création d'un conseil scientifique, qui a vu la mobilisation à la fois citoyenne par les dons, la mobilisation citoyenne par les parents. Et donc, pour moi, l'AFM, d'une certaine manière, est un peu dans cette idée de ce qu'est le bien commun, et un exemple de ce que peut être le bien commun et la science quand elles ont un objectif précis et que voilà. Tout à fait. Donc, pour me présenter rapidement, je suis à la fois et chercheur. J'ai effectivement un background scientifique. Et concernant cette notion du bien commun, elle a été au cœur de la stratégie de l'AFM Téléthon dès le début. Donc effectivement, les tout premiers Téléthons ont été créés parce qu'on venait en 86, juste avant le Téléthon, d'identifier un gène, donc un plan de fabrication, dans lequel se trouvait une erreur, une mutation, qui était à l'origine d'une maladie neuromusculaire appelée la myopathie de Duchenne. Et c'est véritablement cette découverte de cette mutation dans un gène qui a motivé l'association à trouver les moyens d'aller plus loin dans la génétique. Donc c'est véritablement l'objectif d'utiliser cette génétique pour guérir qui a été la motivation de la création même du Téléthon.
Et ce premier téléthon, il a permis de créer un laboratoire qu'on a appelé Généton, dont la mission a été de lire le génome humain. Donc M. Kurmi parlait de génomique, donc de cet ensemble des informations qui sont présentes dans tous les êtres vivants. Et l'objectif de la FM Téléthon a vraiment été de s'intéresser au génome humain et d'identifier dans le génome humain quels étaient les morceaux de texte qui correspondaient à des gènes et surtout d'identifier dans ces morceaux de gènes où se trouvaient les mutations responsables de maladies génétiques humaines. Donc en 1990, le laboratoire Généton est créé et il faut imaginer que la mission qu'on se donne à l'époque, c'est d'essayer de lire un texte de 3 milliards de caractères et avec des technologies à l'époque qui permettaient de lire une centaine de caractères par semaine. Donc c'était évidemment énorme. Si vous essayez d'écrire ces 3 millions de caractères sur des pages d'un livre à peu près classique, c'est comme lire 2 millions de pages. Et donc avant de lire l'intégralité du génome humain, il fallait déjà en établir des points de repère, c'est-à-dire mettre des numéros de chapitres de manière à être capable de remettre dans le bon ordre et qui a permis, en 1992, la publication de ce qu'on a appelé les cartes du génome humain. Donc des points de repère qui ont permis d'organiser les textes du génome humain dans le bon ordre et de reconstituer ce texte de 3 milliards de caractères. Alors vous allez me dire quel est le lien avec le bien commun? Eh bien, il est énorme, puisqu'en fait, dans ces années 90, vous aviez d'une part la FM Téléthon en France, financée par des donateurs publics, dont le but était d'aider à la compréhension de maladies, qui cherchaient à établir ces cartes du génome humain. Et en parallèle, vous aviez des entreprises privées, en particulier américaines, qui faisaient la même chose, mais dans l'objectif un jour de pouvoir breveter ces séquences, breveter cette information, de manière à ensuite de facturer tout simplement l'accès à cette information. Eh bien, le fait qu'en 1992, le Téléthon ait permis d'établir les premières cartes du génome humain a eu une répercussion très importante, puisque en plus de donner ces cartes du génome humain à l'ensemble de la communauté scientifique pour travailler, la FM Téléthon a aussi offert ces cartes du génome humain à l'UNESCO. Et en étant offertes à l'UNESCO, ces cartes du génome humain sont devenues patrimoine de l'humanité. Ce qui fait qu'à partir du moment où c'était patrimoine de l'humanité, c'était la propriété de tous et ne pouvait plus devenir la propriété d'une personne en particulier. Ce qui fait que finalement, ce génome humain, eh bien, grâce à ce don à l'UNESCO, il n'a pas été brevetable et entre guillemets, on a coupé l'herbe sous le pied de ces entreprises dont l'objectif était avant tout de s'approprier cette information. Et au contraire, le Téléthon a permis que cette information soit librement disponible à l'ensemble de la communauté scientifique. Donc clairement, un but d'action pour le bien commun, puisque nous considérions d'une part que cette information avait été obtenue grâce à la mobilisation de tous, donc il était normal que le résultat de cette mobilisation appartienne à tous, et puis parce que, comme l'indique la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, eh bien le génome humain est de manière symbolique réellement lié à notre dignité et est une unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine. Et donc en conséquence, c'était normal que cette information génétique appartiennent à tous et ne puissent être appropriées par une personne en particulier. Oui, non, c'est très intéressant, ça nous ramène à nos questionnements, parce que dans nos questionnements, on se posait la question, est-ce qu'il est possible de breveter un gène sain? Peut-on breveter un gène malade? Quelle est la législation dans ce domaine? Et effectivement, par rapport, on posait la question des avantages et des inconvénients, et en tout cas, ça rejoint l'idée que j'avais de dire que quand on a une recherche qui est avec des objectifs à la fois, qui est partie de parents qui avaient des enfants malades, que derrière il y a le soutien citoyen par les dons et que ça mobilise la recherche dans un domaine. Alors c'est vrai qu'en plus, moi je me rappelle des premières émissions du Téléthon, quand on nous parlait de la possibilité d'un traitement ou de traitement, ça nous paraissait, on était à la préhistoire, on était encore un peu, je dirais un peu à la préhistoire de ce domaine. Et quand on voit aujourd'hui le saut qu'on a fait,
Mais en tout cas, c'est intéressant la question que vous avez posée, que vous avez dite là, avec en donnant la carte du génome humain à l'UNESCO en faisant un bien commun. C'est vrai que c'est couper l'herbe sous le pied à tout ce système concurrentiel parce que c'est un domaine qui risque de générer, parce qu'on l'a parlé avec les pays du Sud, mais qui peut générer, si on laisse ça juste aux intérêts privés, des logiques financières qui s'opposeront aux logiques du bien commun. Et donc, c'est vrai qu'on est dans un domaine, et par rapport aux pays du Sud, les pays du Sud, c'est est-ce que déjà dans les pays du Nord, il pourrait y avoir une séparation entre ceux qui pourraient avoir accès à des traitements nouvelle génération et ceux qui ne pourraient pas y avoir accès, quoi. Il y a beaucoup de questions éthiques à ce sujet. Tout à fait, mais dans ce domaine, justement, moi, ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est aussi tout le travail qui est fait derrière au niveau du Génopole pour que ce ne soit pas des laboratoires pharmaceutiques ou des sociétés privées qui s'approprient tout ce travail de recherche et qui après, on l'a vu par exemple dans le domaine du cancer avec certains traitements, où on a vu aux États-Unis, moi j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, où un responsable de laboratoire pharmaceutique a augmenté de façon éhontée des tarifs à la suite d'une recherche qui avait permis de sauver un certain nombre de personnes, mais qui faisait que le traitement était devenu inaccessible à certaines personnes. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que ça reste effectivement dans le bien commun? Alors, là, il y a deux niveaux d'action. Le premier niveau d'action, c'est effectivement un niveau associatif qui, en tant qu'association de malades, et je le rappelle, l'AFM Téléthon est une association de malades et de parents de malades, dont l'intégralité du conseil d'administration est composée de malades et de parents de malades, donc de gens directement concernés par la cause. Il y a évidemment un militantisme extrêmement actif de manière à obtenir des industries pharmaceutiques qui peuvent développer des médicaments extrêmement innovants, mais aussi extrêmement coûteux, à ce que le prix du médicament ne soit pas un frein à l'accès aux patients. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est que la totalité des patients atteints de maladies génétiques rares pour lesquels il existe des traitements puissent avoir accès à ce traitement sans que le petit nombre de malades concernés ou le coût du médicament soit un frein. Ça, c'est le premier niveau d'action et il est crucial. Il existe aussi un deuxième niveau d'action parce que M. Kurmi disait tout à l'heure que lorsqu'on a séquencé le premier génome humain, comme je vous disais, on a commencé en 1990, on a eu les cartes du génome humain en 92, mais en 92, c'était uniquement des cartes, donc des points de repère, et on a terminé le séquençage du premier génome humain en 2000-2001. Ça a donc mis 11 ans, ça a nécessité un effort mondial avec une collaboration internationale de très grande ampleur, et ça a coûté effectivement approximativement 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, il existe des machines qui font la taille d'un paquet de cigarettes que vous pouvez transporter dans votre poche et qui vont être capables de séquencer un génome humain en quasiment une nuit pour 800 euros. Ce que cela illustre, c'est que l'évolution technologique a permis en quelques années de complètement faire chuter l'accès à cette information génétique. Il y a donc 20 ans de cela, il fallait plusieurs dizaines de laboratoires, 3 milliards d'euros, plusieurs années. Aujourd'hui, on obtient le même résultat pour quelques centaines d'euros en quelques heures. Eh bien, de la même manière, lorsqu'on parle de nouvelles thérapeutiques, de thérapeutiques innovantes, telles que la thérapie génique, où on va essayer d'utiliser justement cette génétique pour aller soigner, eh bien, il faut bien comprendre qu'on est un petit peu à cette étape, comme dans les années 1990-2000, quand on séquençait le génome humain, on est en train d'ouvrir une nouvelle voie, de développer des thérapeutiques qui sont complètement nouvelles, avec des technologies qui sont développées pour la première fois. Et là aussi, le coût de fabrication de ces nouvelles thérapeutiques est encore très élevé parce que nous sommes dans quelque chose de complètement nouveau. Mais véritablement, ça fait partie des recherches qui sont financées par l'AFM Téléthon. C'est de développer des médicaments maladie par maladie, mais c'est aussi en parallèle
d'améliorer, d'optimiser au maximum les méthodes de fabrication de ces médicaments, de manière à en réduire énormément le coût de fabrication. Et l'objectif, ce serait que dans les années qui viennent, on arrive à réduire d'un facteur 100 le coût de fabrication de ces médicaments. Donc il y a effectivement une partie qui est d'avoir une discussion franche et transparente avec les autorités réglementaires, avec les pharma, pour discuter de la justification des coûts très élevés qu'on peut voir sur certains médicaments et vraiment avoir une demande d'explication à ce niveau-là, mais aussi un véritable travail qui est d'améliorer les méthodes de fabrication de ces médicaments. Et là, il y a véritablement énormément de recherches à faire encore pour que ces médicaments puissent être produits en très grande quantité à des coûts les plus raisonnables possibles. Et c'est aussi grâce à cette recherche qu'on pourra permettre une généralisation de ces traitements à des coûts qui ne seront pas plus élevés que les traitements chimiques aujourd'hui. Et du coup, moi, j'aurais envie de revenir sur les régulations, mais avant de revenir sur ça, j'aurais voulu savoir un peu, aujourd'hui, quel en est-il des nouveaux traitements dans le cadre de ces recherches? Et ce que vous nous avez parlé de traitements encore qui sont actuellement très très coûteux, mais quels sont ces traitements et dans le cadre qui vous concerne, quelles sont les évolutions actuelles et les grandes perspectives? Oui, et les attentes. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est vrai, mais donc on voit que, je pense qu'il y a encore un grand chemin, mais un petit état des lieux. Alors, une très grande avancée en thérapeutique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie génique. Donc, si l'on part du principe que le gène est une information, que dans nos cellules, différents gènes sont nécessaires pour le bon fonctionnement de nos cellules, et qu'une maladie génétique est liée à une erreur dans un de ces gènes, eh bien, la thérapie génique va consister à utiliser un transporteur de manière à amener dans les cellules malades le gène qui leur manque, celui qui ne fonctionne pas naturellement, leur apporter une copie du gène qui n'a pas d'erreur, de manière à ce que les cellules puissent fabriquer ce qui est encodé par le gène et donc retrouver un fonctionnement normal. Alors, les premiers succès de thérapie génique, ils peuvent sembler loin, mais à l'échelle de la médecine, c'est tout petit. C'était en 2000, puisqu'on a eu le premier succès mondial de thérapie génique qui était financé par l'AFM Téléthon, qui était dans une maladie du système immunitaire qu'on a appelée la maladie des bébés bulles. Ce sont des enfants qui sont nés avec une mutation dans leur système immunitaire, donc les cellules qui doivent nous protéger contre les infections de virus ou de bactéries. En conséquence, ces enfants étant incapables de se défendre contre les virus et les bactéries, étaient contraints à vivre dans une enceinte stérile, d'où la notion de bulle, et de passer en théorie la totalité de leur vie dans ces conditions, ce qui bien évidemment n'était pas possible et leur amenait un risque mortel à la moindre infection. Ce qui a été fait dans les années 2000, ça a été de prélever des cellules de leur moelle osseuse, de traiter ces cellules en laboratoire, c'est-à-dire qu'on avait les cellules dans une boîte dans un laboratoire, on a mis par-dessus le vecteur de thérapie génique, donc le transporteur pour amener le gène qui leur manquait. Ce vecteur a amené le gène dans les cellules, et ces cellules, une fois réparées, ont pu être réinjectées dans le corps des enfants. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au bout de quelques semaines, ces cellules réparées avaient été capables de reconstituer un système immunitaire, et ces enfants ont pu sortir de leur bulle et retrouver une vie tout à fait normale et un système immunitaire tout à fait fonctionnel. Donc ça, c'était vraiment le premier grand succès de la thérapie génique, c'était en 2000. Et depuis que ce traitement existe, on parle ici d'une maladie rare, eh bien, il y a eu 300 personnes de par le monde qui ont été complètement soignées par cette thérapie génique. Alors, vous pourriez penser que bien depuis 2000, pourquoi est-ce que la thérapie génique ne s'est pas complètement généralisée? Eh bien, parce que ce qu'on a été capable de faire en 2000, c'était simplement de prendre quelques cellules à l'intérieur du corps, de les mettre dans une boîte en laboratoire et de traiter ces quelques cellules en laboratoire. On n'était pas à l'époque capable d'aller soigner des organes à l'intérieur du corps et on n'était pas en particulier capable de soigner des maladies musculaires puisque lorsqu'on parle des muscles, on parle de plus de 640 muscles qui sont répartis sur la totalité du corps. C'est 40% du volume de votre corps qui est constitué de muscles.
Et donc, c'était énormément de vecteurs de thérapie génique à produire, et puis être techniquement capable d'injecter ces vecteurs de thérapie génique in vivo, c'est-à-dire dans le corps du malade, en toute sécurité. Donc en 2000, on pouvait traiter quelques cellules en dehors du corps du malade, mais on était loin d'être capable de soigner à l'intérieur du corps du malade en très grande quantité. Et entre 2000 et 2020, aujourd'hui, eh bien, nous avons franchi ces différentes étapes, avec par exemple une étape qui a consisté à soigner un organe à l'intérieur du corps, mais un organe qui était de petite taille et facilement accessible, c'est-à-dire l'œil. Et donc, dans des maladies héréditaires de la rétine, où les cellules du fond de l'œil dégénèrent du fait d'une mutation génétique, eh bien, nous avons été capables de montrer qu'il est possible d'injecter un vecteur de thérapie génique dans l'œil. Le vecteur va apporter aux cellules de la rétine le gène manquant, et ces cellules vont retrouver une fonctionnalité, et la vue des patients atteints de cette maladie va être restaurée. Donc ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus fin des années 2010, et donc vous voyez qu'on avait là franchi une première étape, puisqu'on n'était plus en dehors du corps, on était à l'intérieur du corps, mais pour un organe de petite taille et facilement accessible. Ensuite, on s'est attaqué à des organes de beaucoup plus grande taille, tels que le cerveau. Et donc, il y a eu de différents essais pour des maladies du cerveau, telles que l'adrénoleucodystrophie, où là, le traitement consistait à injecter le vecteur de thérapie génique dans le cerveau. Donc, vous imaginez que là, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que d'injecter dans l'œil. Et puis, le volume d'un cerveau est beaucoup plus gros que le volume d'un œil. Donc ça, c'est des essais qui ont été aussi menés à la fin des années 2010 et où on a vu qu'il était techniquement possible de corriger certaines de ces maladies du cerveau en injectant directement le vecteur de thérapie génique dans l'organe malade. Pour autant, on était encore dans des techniques où là, on avait déjà franchi un pas, on était passé de l'extérieur du corps à l'intérieur du corps du patient, mais on restait à injecter directement dans l'organe malade. Et donc ensuite, nous sommes attaqués à des pathologies où on envisage d'injecter le vecteur de thérapie génique dans le sang, donc dans la circulation sanguine, et c'est le vecteur de thérapie génique qui va être capable de circuler à l'intérieur du corps, de trouver l'organe malade et d'aller le réparer en ayant trouvé l'organe malade. Et donc, il y a une pathologie qui s'appelle le syndrome de Crigler-Najjar, qui est une atteinte du foie, pour lequel un essai clinique a été lancé il y a de ça un peu plus d'1 an, où on a injecté dans la circulation sanguine de la personne malade le vecteur de thérapie génique, et le vecteur a été capable de circuler dans le corps et de trouver lui-même le foie. Donc vous voyez qu'on a franchi étape par étape, d'abord à l'extérieur du corps sur une petite quantité, puis dans le corps dans une petite quantité, mais un organe facilement accessible, puis un plus gros organe facilement accessible, le cerveau, puis l'étape de faire circuler à l'intérieur du corps. Et aujourd'hui, nous sommes réellement à l'étape où on est techniquement capable d'aller soigner des maladies musculaires, c'est-à-dire injecter dans la circulation sanguine un vecteur de thérapie génique qui va être capable de circuler à l'intérieur de l'intégralité du corps, d'entrer dans les 640 muscles qui sont présents et répartis partout dans le corps, et d'aller corriger dans ces muscles la fonctionnalité qui ne marche plus. Et donc, on a des essais qui sont en fin de réalisation. Par exemple, pour une myopathie qui s'appelle la myopathie myotubulaire, où ce sont des enfants qui, malheureusement, habituellement, décèdent au bout de quelques années avec une très grande faiblesse musculaire. Et aujourd'hui, les premiers résultats montrent que ces enfants injectés eh bien, sont capables de se tenir assis, sont capables de faire leur premier pas après avoir reçu un vecteur de thérapie génique qui soigne l'intégralité du corps. Et donc voilà, ce sont ces différentes étapes qui ont été franchies entre 2000 et aujourd'hui, à partir d'une thérapeutique très innovante, mais pour laquelle il a fallu apprendre progressivement à en utiliser des quantités de plus en plus importantes et d'intervenir de plus en plus à l'intérieur du corps du patient et pas simplement à l'extérieur. On m'indique que l'heure tourne et que on va peut-être arriver en venir bientôt aux conclusions, quoi. En tout cas, que ce soit Monsieur Kurmi ou vous-même, ça nous a permis de faire un bon tour de la question et toujours en revenir sur cette logique du bientôt commun. Peut-être on leur laisse, peut-être que si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas par rapport aussi aux difficultés actuelles pour le Covid et cette année pour le Téléthon, pour des conditions particulières. En tout cas, si vous avez un petit mot à rajouter, vous pouvez y aller tout de suite là. Voilà, quelques messages qui sont pour moi extrêmement importants. D'abord, les résultats sont là.
Si qui que ce soit se pose la question, grâce au Téléthon aujourd'hui, effectivement, il y a eu toute une époque génétique qui a permis d'obtenir le génome humain et de l'offrir à l'humanité. Et puis la période des traitements, avec ces traitements dont les premiers succès datent déjà d'il y a 20 ans, mais pour lesquels il nous a fallu franchir des étapes techniques pour aujourd'hui être capable de soigner beaucoup plus de maladies. Les premières maladies soignées sont là, c'est une réalité avec des patients qui ont des stades de guérison totaux. Pour autant, le nombre de maladies à soigner est encore extrêmement important. Et pour cela, eh bien, nous avons plus que jamais besoin du soutien des donateurs pour le Téléthon. Cette année, nous sommes effectivement dans un contexte très particulier, puisque le Téléthon, c'est habituellement une émission de télévision qui aura lieu le week-end prochain, mais ce sont aussi habituellement 20 000 manifestations partout en France, avec des défis sportifs, des repas dansants, des loteries, qui cette année, du fait du contexte sanitaire, ne pourront pas avoir lieu. Ça veut dire que nécessairement cette année, nous aurons plus de difficultés à collecter. Nous avons absolument besoin que les gens nous soutiennent et n'hésitent pas à faire un don, soit par Internet, soit en téléphonant au 36 37, parce que plus que jamais, nous avons besoin d'eux pour continuer à avancer dans ces progrès thérapeutiques et permettre que ces traitements qui, pour l'instant, bénéficient à quelques maladies rares, puissent un jour bénéficier à beaucoup plus de maladies rares, mais aussi à certaines maladies fréquentes. Donc on compte sur vous les 4 et 5 décembre pour le Téléthon 2020. Nous relayerons en tant que Maison du Monde parce que ça fait partie du bien commun. Voilà. Et en tout cas, oui, allez bien sur le site de l'AFM où on peut faire les dons directement dessus. En tout cas, je vous remercie. On vous remercie de votre intervention et on aurait voulu que ça dure encore plus longtemps, que ce soit avec M. Curmi ou avec vous. C'est vrai que c'est des questions, on pourrait en parler sans fin. Du coup, on va être obligé de couper. Je vous remercie encore et on va reprendre M. Curmi rapidement pour qu'il nous fasse sa petite conclusion et s'il a un sujet en particulier qui lui tient à cœur d'exprimer là. C'est pris ou pas? Monsieur Curmi, on est de retour avec vous. Donc on va bientôt avoir fini les débats. C'était de part et d'autre très très intéressant. Et comme je disais, on pourrait passer des heures, en tout cas moi personnellement, je pourrais passer des heures sur ces questions. En tout cas, surtout quand on a deux spécialistes à la hauteur comme vous. Donc en fait, on voudrait vous laisser une petite parole de conclusion si vous voulez ajouter un mot en particulier sur le débat en général ou sur vos problématiques en particulier. Enfin, il faut que tout le monde saisisse le chemin qui va. Il y a un écho là. On va peut-être couper un micro. Oui. Il faut que tout le monde saisisse le chemin qui va de ce que vient d'évoquer notre collègue Alexandre Méjat et ce qui se passe aujourd'hui. AFM Téléthon est né de patients qui étaient en souffrance, de familles qui étaient en souffrance autour de ces patients en souffrance. Les maladies d'origine génétique sont des maladies qui touchent évidemment l'individu, mais qui emportent des familles entières. Et c'est cette conviction qu'on ne pouvait pas rester seul dans son coin, négligé. On parlait longtemps de maladies négligées par l'industrie pharmaceutique, parce que ça touche quelques individus qui ont une maladie, d'autres sont plus fréquentes, mais en tout état de cause, il n'y avait pas ce qu'on appelle un marché pour que l'industrie s'en saisisse. Et c'est la marche de ces hommes et de ces femmes. Il faut saluer ici Bernard Barato, l'AFM, puis AFM Téléthon, c'est Évry. C'est eux qui ont, comme vient de dire Alexandre, qui ont apporté cette capacité par tous les progrès qu'on a évoqués tout à l'heure, à faire en sorte qu'aujourd'hui, l'être humain est capable de faire de la génomique à grande échelle. Sur l'homme, nous venons de le voir avec cette capacité de nommer les maladies. Vous savez que quand vous avez un enfant handicapé, rien que nommer, comprendre ce qui arrive est une chose, certes, qui n'est pas le pas de la guérison, mais qui permet de comprendre ce qui est arrivé, son origine, les mécanismes moléculaires lorsqu'ils sont identifiés, ou s'ils ne sont pas, un jour on sait qu'ils le seront, et de s'inscrire dans une perspective de traitement. Et ça change tout pour les familles. Maintenant, pour en revenir à cette notion de bien commun et à la vie, et la question critique que vous avez posée tout à l'heure, faut-il arrêter la marche de la science?
est-ce que les scientifiques sont tout-puissants? Est-ce que cette affaire de la connaissance doit être une question partagée? Je crois que c'est réellement notre rôle ici à l'université, mais ailleurs partout. Les enseignants, les professeurs dans les écoles, de la maternelle à l'enseignement supérieur, notre devoir, c'est de partager le savoir. Et la régulation, la prévention du danger de dérive que comporte toute découverte scientifique, la découverte du feu, c'est quelque chose qui est un bien commun parce que ça permet d'élargir son alimentation, ça permet de se chauffer, de se préserver. Tout le processus de découverte scientifique est bordé de ces dérives. On est dans un mode de prévention lorsqu'on partage les savoirs. Lorsqu'on donne la possibilité à l'autre de comprendre les fondamentaux et ce que l'on peut faire, et ensuite c'est la société au travers d'instances démocratiques, que ce soit au niveau local ou au niveau du Parlement des nations, que les choix politiques doivent être faits. Vous savez qu'en France, il y a un office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui est constitué de parlementaires et qui se saisissent de toutes les questions qui touchent à la santé, à l'environnement, à l'énergie, aux ondes. On parle beaucoup de la 5G et à toute la transformation de notre environnement pour faire des choix et guider les parlementaires dans la construction de la loi qui est là aussi le bien commun qui donne les droits et les devoirs à tout à chacun. Quant à l'exploitation des résultats de la génomique, comprenez qu'il y a des choses qui vont extrêmement vite quand il s'agit de repositionner, par exemple, ce qu'on appelle le repositionnement d'un médicament. Vous avez un médicament qui existe, qui est partagé, qui est connu, et on va découvrir, une fois que j'ai la structure de ma main, eh bien, je vais découvrir que, au fond, il rentre une orange, pardon, mais je vais aussi pouvoir faire rentrer une pomme. Et si je veux bloquer ou corriger le fonctionnement de la main avec une orange, eh bien, la structure va me permettre de comprendre qu'une pomme peut le faire. C'est ce qu'on appelle le repositionnement. Quand vous avez identifié par la génomique et toutes les sciences qui vont avec, vous avez identifié la cible d'une maladie, et si la structure de la cible a une forme connue, eh bien très 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 rapidement, vous allez pouvoir dire que ce médicament qui est la pomme, qui marche sous la forme d'une orange d'ailleurs, va pouvoir guérir ou prévenir l'affection. Et ça peut être générateur de profit, bien entendu. Et le rôle de l'AFM est de porter ce débat dans le public pour faire en sorte que ce qui est le travail de milliers de scientifiques à travers la planète. La science n'a pas de frontières, on aime à le dire. Les savoirs des Grecs nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, on comprend la géométrie, mais les Grecs avaient posé la question de l'atome, et c'est une chaîne de connaissances qu'il nous faut partager si on veut que les sociétés en général puissent se saisir des applications. En tout état de cause, l'homme est un animal social, c'est aussi un animal curieux. L'enfant est un scientifique. C'est pas le cas des autres espèces animales. Ah, si, il y a quelques expériences que les singes font. Les oiseaux cassent, vous le savez, des noix, et puis ces savoirs sont partagés. Mais enfin, il y a quand même une dimension, une amplitude chez l'enfant humain qui en fait un chercheur de naissance. Et notre devoir aussi, c'est de préserver nos enfants, faire en sorte qu'ils gardent cet esprit d'innocence face à la découverte, de curiosité, et qu'on ne bride pas dans des systèmes de pensée étroits. Voilà, l'ouverture d'esprit, la transmission des savoirs, je crois que ça aussi c'est l'autre face de ce qu'on appelle le bien commun. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kurmi. Rien à ajouter. En tout cas, ouais, très bonne conclusion. Effectivement, on a tout à retenir. Non, effectivement, à travers ce débat avec Maison du Monde aussi, c'est un peu dans cette logique de transmission du savoir, parce qu'effectivement, les scientifiques ne sont pas dans leur tour d'ivoire et ils sont là aussi pour retransmettre le résultat de leurs études, surtout quand ils ont un impact aussi important sur notre société et sur notre avenir, quoi. Et effectivement, il y a une question sociale, une question politique dans les régulations et effectivement, à travers ces débats, c'est aussi de donner la possibilité aux citoyens de s'accaparer ces questions-là parce que elles nous concernent tous, chacun dans nos domaines de compétences. En tout cas, merci beaucoup. Juste si je peux me permettre un tout petit mot d'actualité.
comprenez que si nous n'avions pas les sciences génomiques et la technologie, comme vient de l'évoquer Alexandre, qui permet en quelques heures d'avoir des génomes, c'est-à-dire de lire le livre de la vie, eh bien, aujourd'hui, on serait encore à chercher l'origine de la maladie que provoque le virus de la Covid-19. Sans le séquençage, on n'aurait jamais pu identifier ce virus avec une telle vitesse et on ne serait pas arrivé aujourd'hui à proposer des vaccins qui sont aussi pour partie des vaccins extrêmement innovants et qui s'appuient sur la connaissance des génomes. Vous voyez, le temps qu'il a fallu pour le sida a été divisé par 10 ou par 100 grâce aux techniques de la génomique et ça apporte aussi cette ouverture vers les vaccins. Donc c'est un domaine extrêmement large qui touche à toutes les dimensions de la vie. Qui touche à toutes les dimensions de la vie et toutes les dimensions d'un pays. Moi, je me souviens avec émotion aussi des premiers télétons entre Barato, Jacques Guyard et un certain nombre de politiques. Et c'est tout le problème, toute l'évolution qu'on peut, enfin, tout ce qu'on peut trouver de beau dans le politique, c'est le politique de donner les moyens, d'ouvrir la voie au progrès, de donner les moyens à un progrès social, à la recherche sociale, mais c'est un progrès au sens large du terme, et ça c'est quelque chose aussi au niveau de la Maison du Monde qu'on partage en permanence. Je me souviens, moi, avec émotion, du jour où Alain Fischer était venu ici au Génopole parler justement des enfants bulles et de l'émotion que ça avait pu être de ses premières recherches à l'hôpital Necker et de l'avancée, mais tout ça n'aurait pas été possible sans une chaîne humaine importante. Absolument. En tout cas, merci à tous, merci à toutes et merci au studio Latitude 91 qui, dans ces conditions difficiles, nous ont permis d'avoir ce débat. On aurait aimé pour plus d'interaction, peut-être pour une prochaine fois, quand les situations sanitaires le permettront, pouvoir faire ce type de débat avec une interaction avec le public. Ça pourrait être aussi intéressant. On voulait essayer de refaire remonter les questions sur les réseaux sociaux, mais c'était trop compliqué techniquement. Mais en tout cas, on vous remercie. Merci tout le monde et pour ce débat et sur ces questions importantes. Courage.